Il y a eu beaucoup de ceintures de championnat tout au long de l'histoire du catch. Et bien sûr, beaucoup de ces ceintures ont été très frappantes, avec des designs comme la ceinture de champion du monde de la WWF, la Winged Eagle et la Big Gold Belt de la WCW, qui sont parmi les plus appréciés des fans. Mais qu'en est-il de l'autre côté de la médaille? Qu'en est-il des ceintures qui se sont distinguées par leur apparence peu agréable? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons examiner maintenant, en commençant par les ceintures universelles, rouges et bleues. En effet, si l'ancienne ceinture Winged Eagle était aimée par la génération précédente de fans, c'est parce qu'elle était belle, comme quelque chose qu'un champion de sport porterait fièrement autour de sa taille. Malheureusement, au fil des années, ce design a été abandonné, et nous sommes finalement arrivés à ce que nous avons eu avec les designs de la ceinture universelle. Mais pourquoi ces ceintures avaient-elles des couleurs aussi vives? Eh bien parce qu'elles devaient clairement afficher à quelle marque elles appartenaient. Oui, Vince McMahon voulait que les fans sachent sans aucun doute si la ceinture universelle était défendue à Raw lorsqu'elle était encore détenue par Brock Lesnar ou Seth Rollins, ou à SmackDown lorsque Roman Reigns était en plein milieu de son règne historique de 1316 jours avec elle. Ainsi, chaque ceinture avait son propre code couleur. Il n'est donc pas surprenant que ces deux designs de ceinture aient été largement critiqués par de nombreux fans, en particulier la ceinture rouge qui a fait l'objet de nombreuses moqueries lorsqu'elle a été dévoilée pour la première fois lors d'un match entre Seth Rollins et Finn Balor à SummerSlam 2016. Heureusement, dans les années qui ont suivi, la ceinture universelle a été officiellement fusionnée avec le titre WWE après que Cody Rhodes l'a remporté à WrestleMania 40, ce qui signifie que nous n'avons plus à nous inquiéter de voir ces schémas de couleurs extravagants sur nos écrans dans un avenir proche, quelle que soit leur version. Mais bien sûr, les versions rouge et bleues de la ceinture universelle ne sont pas les seules à avoir existé pendant les 8 années d'activité de ce titre. Non, il y a eu à un moment donné une version spéciale et personnalisée créée pour l'un de ses détenteurs, et cette ceinture est notre prochain sujet, nous parlons de la ceinture du Fiend. En effet, la version personnalisée de la ceinture universelle par le Fiend était vraiment laide. Mais pour être juste, c'était intentionnel, elle était censée ressembler à cela puisqu'elle était portée par un personnage de méchant de film d'horreur. Alors qu'est-ce qui la rendait si moche exactement? Plutôt que d'avoir le logo de la WWE sur le devant, cette ceinture arborait simplement une grande image du visage du Fiend, sans rien d'autre pour indiquer qu'il s'agissait du titre principal de SmackDown à l'époque. Certes, les fans de films d'horreur ont peut-être trouvé un certain plaisir à avoir une ceinture aussi macabre, et si vous étiez un grand fan du personnage du Fiend, vous auriez même pu apprécier son visage étalé sur de l'or. Mais pour la plupart des autres fans, c'était un désastre en termes de design. Heureusement, la version de la ceinture universelle par The Fiend n'aura pas duré longtemps, car après qu'il l'ait perdue en février 2020, elle disparut à jamais. Mais on ne peut pas en dire autant de notre prochaine entrée, car durant l'Attitude Era et au début de la Ruthless Aggression, elle a existé pendant plusieurs années, sous différentes incarnations. De quoi parlons-nous cette fois-ci? Eh bien, de la ceinture hardcore bien sûr. On pourrait dire que le but même de la ceinture hardcore était d'être laide. Après tout, elle devait représenter la division hardcore, une division qui, au tournant du millénaire dans la WWF, était entièrement dédiée aux armes, aux matchs chaotiques et aux bagarres sauvages. Mais cela ne change rien au fait que même si c'était intentionnel, cette ceinture restait très peu esthétique. Certes, il est possible qu'elle ait été jolie à un moment donné, puisqu'elle était initialement une réplique de l'ancienne ceinture Winged Eagle, l'une des plus populaires. Une fausse rumeur très répandue affirme même qu'il s'agissait de la ceinture que Mr. Perfect avait si célèbrement brisée avec un marteau à la télévision. Mais lorsque cette ceinture a fait son retour à l'écran en novembre 1998, elle n'avait définitivement plus rien d'élégant. Selon la légende entourant sa création, elle aurait été brutalement détruite et déchirée, tout ce qui pouvait lui donner un air prestigieux ayant disparu depuis longtemps. Cela dit, même si elle n'était pas agréable à regarder, la ceinture hardcore est rapidement devenue un objet régulièrement disputé durant cette époque de la WWF. En fait, au cours de son existence, elle a changé de main pas moins de 231 fois, la plupart de ces changements ayant lieu sous les règles dites 24/7. Ces règles permettaient à n'importe qui de défier le champion à tout moment et en tout lieu, ce qui a contribué à rendre cette ceinture mémorable. Vers la fin de son règne, la ceinture hardcore a même vu l'apparition de versions personnalisées. Parmi les plus notables, on retrouve celles de Tommy Dreamer et de Bradshaw. Mais pourquoi celles-ci étaient si marquantes? Eh bien parce qu'elles étaient d'une certaine manière encore plus étranges que la version originale. C'est vrai, lorsque l'innovateur of violence Tommy Dreamer a introduit sa propre version au début des années 2000, elle arborait une plaque d'immatriculation de New York collée sur le devant. De son côté, Bradshaw alias JBL a fait de même à peu près à la même période mais avec un drapeau du Texas sur la ceinture. Cependant, la division hardcore était déjà sous le déclin à ce moment-là, prête à disparaître pour de bon. Et une fois la division disparue, la ceinture hardcore a suivi. Pourtant, cela n'a pas marqué la fin des mauvais designs de ceinture, car une autre a pris la relève en tant que successeur spirituel de la ceinture hardcore. La ceinture 24/7. En effet, c'est en mai 2019 que dans une tentative de relancer les audiences stagnantes d'Euro, que Vince McMahon a décidé que la meilleure façon de redonner de l'intérêt à la troisième heure de l'émission était d'en faire le terrain de jeu d'une nouvelle version de l'ancienne division hardcore. Cependant, celle-ci ne s'appellerait pas la division hardcore, mais plutôt la division 24/7, beaucoup plus adaptée à l'ère PG avec pour prix la ceinture 24/7. Mais pourquoi ce nom de 24/7? Eh bien, tout comme pour la ceinture hardcore qui l'avait précédée, cette ceinture allait être disputée sous les règles 24/7.
Cela signifiait que tant que vous aviez un arbitre avec vous, vous pouviez défier le champion à n'importe quel moment et n'importe où, que ce soit sur un terrain de golf, dans un jet privé ou même dans une salle de bain. Et bien que ce concept ait pu offrir des moments amusants, le design de cette ceinture n'a jamais vraiment séduit les spectateurs, car elle était une véritable horreur visuelle. Cette nouvelle version arborait une sangle en cuir verte et un centre en cuivre, rappelant une pièce de monnaie bon marché ressemblant davantage à un jouet que l'on aurait pu trouver dans un Toys R Us à l'époque. Ce n'était certainement pas le genre d'objet que l'on imaginait comme un trophée digne d'être disputé à la télévision. Ainsi, il n'est pas surprenant que très rapidement cette ceinture soit devenue un titre comique. Pendant la majeure partie de son existence, elle a été détenue par R-Truth et principalement défendue lors de segments humoristiques qui se terminaient souvent par sa fuite devant une bande de figurants issus du 205 Live ou Main Event. Même les fans les plus assidus auraient du mal à défendre l'intérêt de cette ceinture. Et quand Triple H a clairement vu que cette division n'atteignait pas les objectifs initiaux, il a décidé de désactiver la ceinture pour de bon. Cela s'est fait lorsque Nikki Cross, dernière championne, a littéralement jeté la ceinture à la poubelle lors d'un épisode de Raw. Mais ce n'était pas la seule fois où la WWE a proposé un design de ceinture avec des éléments rappelant des pièces de cuivre bon marché. Non, rappelez-vous, des années auparavant, il avait fait exactement la même chose avec les ceintures tag team des années 2010. En effet, les ceintures tag team en cuivre ont été introduites pour la première fois en août 2010 avec de bonnes intentions de la part de la WWE. Leur design était censé évoquer l'Antiquité grecque avec des casques spartiates ornant la plaque centrale. C'était censé rappeler un trophée que les gladiateurs de l'époque auraient pu se disputer dans l'arène. Mais en pratique, nous pouvons maintenant regarder en arrière et admettre en toute sécurité que ces ceintures donnaient l'impression que les champions par équipe portaient de grosses pièces de monnaie autour de la taille. En effet, qu'il s'agisse du Shield, du New Day, des Usos ou encore des frères Rhodes, tous les grands champions par équipe de cette époque ont dû porter ce design à un moment donné. Et cela les rendait de manière compréhensible un peu moins cool lorsqu'ils descendaient la rampe ou levaient fièrement leur ceinture après une défense de titre réussie. Ce design était véritablement un échec, digne d'être mentionné au Hall of Fame de mauvais choix esthétiques, et il reste encore critiqué par de nombreux fans à ce jour. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on se souvient qu'il existait des versions spécifiques rouges et bleues pour les divisions de Raw et SmackDown. Heureusement, les choses ont été corrigées depuis. En 2024, un nouveau design a permis d'améliorer considérablement l'apparence des titres. Les World Tag Team Championship conservent un design circulaire similaire mais d'une manière beaucoup plus élégante et moderne. Mais assez parlé des titres masculins pour le moment, car ils ne sont pas les seuls à avoir souffert de mauvais designs au fil des ans. En effet, il y a eu également des ceintures féminines particulièrement laides, et l'une des plus mémorables à cet égard est sans aucun doute le titre des divas. Surnommée la ceinture papillon en raison de sa plaque centrale en forme de papillon, cette ceinture était véritablement un exemple tristement célèbre d'un design mal conçu. Mais au-delà de son apparence discutable, une grande partie du ressentiment envers ce titre vient du fait qu'il symbolisait une période sombre pour le catch féminin. À cette époque, les femmes n'étaient pas prises au sérieux comme elles le sont aujourd'hui. Le catch féminin était relégué à des segments courts, souvent considérés comme des pauses publicitaires, et il était clair que la division ne recevait que peu de soins de la part des dirigeants de la WWE. Ce manque d'intention s'est reflété dans le design de cette ceinture, qui semblait être une réflexion après coup bien loin de l'importance accordée au titre masculin. Malgré ça, des lutteuses talentueuses ont porté cette ceinture. Des noms comme Natalya, AJ Lee et Paige qui ont travaillé dur pour se faire une place et prouver leur valeur. Mais leurs efforts pour être perçus comme des stars au même niveau que les hommes étaient constamment sapés par le symbole qu'elles portaient sur leurs épaules ou à leur taille, cette ceinture papillon. Heureusement, les choses ont changé au milieu des années 2010 grâce à l'émergence des Four Horsewomen. Avec leur montée en puissance, la WWE a décidé de se débarrasser de la marque Diva et de revenir à une division féminine plus traditionnelle. En conséquence, le titre des Divas a été retiré après WrestleMania 32 et Charlotte Flair a eu l'honneur d'être la dernière détentrice de cette ceinture avant que la nouvelle ceinture féminine bien plus élégante et respectée ne soit introduite. Cela dit, le titre féminin n'a pas toujours été épargné par des designs discutables. Et cela nous amène à notre prochain exemple, la version LayCool du titre féminin qui a également suscité son lot de critiques et à raison. Reprenons à l'été 2010, une période où la WWE possédait deux titres féminins distincts, le titre de Women's Champions et le titre des Divas. Cependant, à mesure que le temps passait, Vince McMahon jugea inutile d'avoir deux titres féminins dans la division. Ainsi, la décision fut prise de les unifier lors d'un match entre les championnes de l'époque, Melina et Michelle McCool, à Night of Champions le 19 septembre 2010. Et qui sortit victorieuse de ce combat d'unification? Michelle McCool. Mais elle ne défendrait pas ce titre unifié seule. Non, car à partir de ce moment-là, elle partagerait cette tâche avec sa partenaire de l'équipe LayCool, Layla. Pourquoi? Eh bien parce que Layla estimait que vu le rôle déterminant qu'elle avait joué pour aider Michelle à devenir double championne, elle méritait aussi sa part du titre. Cette revendication déboucha sur une dispute en coulisses entre les deux, chacune clamant être la véritable championne. Et c'est là qu'arrive l'élément ridicule, alors que les deux tiraient sur la ceinture dans un accès de querelle, celle-ci fut littéralement déchirée en deux morceaux. Et oui, vous avez bien entendu, le titre unifié fut réduit en deux parties, une pour chacune des membres de LayCool. Donc pendant plusieurs mois, chaque fois que LayCool descendait sur le ring pour défendre leur ceinture, Michelle McCool et Layla portaient chacune une moitié de la ceinture brisée sur leurs épaules. Mais bon, cela aurait pu être pire.
Après tout, on parle de la période PG de la WWE, une ère qui a vu naître de nombreux designs douteux de ce genre. Et justement, parlons de l'un des designs les plus polarisants de cette époque. Et à quelle ceinture pourrais-je faire référence autre que la Spinner Rated Or? En effet, bien que la Spinner Belt soit surtout associée à John Cena, elle a trouvé un certain public qui l'appréciait, en particulier grâce aux éléments inspirés de la culture hip-hop qui correspondaient à la personnalité de Cena. Mais lorsqu'il s'agit de la version d'Edge introduite en août 2006 après sa victoire contre Cena, la situation était différente. Cette version tournait aussi, mais au lieu du logo classique de la WWE, c'était un logo Rated Or censé la rendre encore plus agaçante que la version originale. L'idée derrière ce design était de faire en sorte que les fans n'aiment pas la ceinture et eu le champion, créant un contraste net avec la version originale de la Spinner Belt. L'idée était peut-être que lorsque Cena récupérait le titre, les fans le trouveraient soudainement plus attrayant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et la version d'Edge a été largement détestée par les fans. De plus, elle n'a duré qu'environ un mois avant que Cena ne récupère la ceinture et mette fin à l'existence de la Rated Or Spinner Belt. Même après toutes ces années, les fans considèrent encore ce design comme l'un des pires de l'histoire des ceintures, et quand on le compare à la version originale de Cena, on comprend bien pourquoi. C'est une réussite étrange pour un design qui était censé susciter la haine, mais c'est ce qui s'est passé avec cette version de la ceinture. Si l'on devait classer toutes les choses pour lesquelles Edge a été responsable dans sa carrière, des matchs légendaires en TLC à cette ceinture, elle serait assurément vers le bas du classement, si ce n'est carrément à la dernière place. Néanmoins, Edge n'était pas le seul à avoir une version personnalisée discutable d'une ceinture. En effet, en 2010, Jeff Hardy, une autre légende des TLC, a également eu la sienne, la ceinture Immortal. Mais ce n'était pas la WWE, mais bien un autre lieu qui a forgé sa légende, la TNA. On connaît bien Jeff Hardy pour sa créativité qui fait partie intégrante de son personnage depuis ses débuts durant l'Attitude Era. Après tout, si vous étiez un enfant alternatif à l'époque ou même à n'importe quelle période, il était facile de vous identifier à ce gars unique qui aime s'exprimer de manière originale, que ce soit à travers la musique, la peinture ou en lançant son corps comme une sorte de crash test. Bien sûr, appeler de l'art la manière dont il a performé dans certains de ses matchs les plus fous peut sembler un peu fou au premier abord, mais il y avait une véritable forme d'art dans ce qu'il faisait à l'époque. Et cette créativité allait continuer une fois qu'il avait quitté la WWE pour rejoindre la TNA. Cela dit, même si nous nous attendions à ce que Jeff Hardy fasse des choses étranges, la dernière chose que nous pouvions imaginer était qu'il aurait l'un des designs de ceinture les plus bizarres lorsqu'il remporta le gros titre à Impact Zone en 2010. Pourtant, peut-être ne devrions-nous pas être aussi surpris, car aussi géniales que soient certaines de ces idées, elles sont parfois assez folles et ne font pas toujours mouche. Alors quel était exactement le design de cette ceinture? Eh bien, c'était une ceinture avec un design pointu avec l'image de Brother Nero sur la plaque centrale. Mais honnêtement, nous ne pouvons pas en être absolument sûrs, car la ressemblance n'était pas vraiment frappante. Ensuite, il y avait la couleur de la sangle, un violet qui ajoutait encore à l'étrangeté du design. Certes, tout comme la Rated Or Spinner Belt, on pouvait arguer que cette ceinture avait été créée pour provoquer des réactions négatives, étant donné qu'elle venait à un moment où Jeff Hardy venait d'être introduit dans le groupe de heel Immortal aux côtés d'Eric Bischoff, Hulk Hogan et Jeff Jarrett. C'est pourquoi elle est souvent surnommée la ceinture Immortal. Mais encore une fois, comme pour la Rated Or Spinner Belt, cela ne change pas le fait que c'est un design assez difficile à regarder. Et ce n'est pas comme si la TNA n'avait pas les moyens de créer un meilleur design à l'époque, car en 2010, la famille Carter, qui était assez riche, possédait la promotion. Il n'y avait donc pas vraiment d'excuses à cet égard. Une promotion qu'on pourrait peut-être excuser d'avoir créé une ceinture à l'apparence bon marché, c'est la suivante dont nous allons parler, l'Extreme Championship Wrestling, autrement dit le CW. L'underdog à petit budget préféré de tout le monde qui nous offre également un mauvais design de ceinture, celui de la première version du titre FTW. Les fans de catch moderne connaissent probablement mieux le titre FTW comme une ceinture non sanctionnée récemment défendue à la EW par Hook, qui en est probablement le détenteur le plus régulier. Mais pourquoi Taz a-t-il créé cette ceinture pour lui-même? Eh bien, après avoir été frustré de ne pas pouvoir défier Shane Douglas pour le titre mondial de l'ECW en raison de la blessure de ce dernier, Taz, surnommé The Human Suplex Machine, a décidé que s'il ne pouvait pas décrocher la ceinture officielle, il allait en créer une non officielle pour lui. Et c'est ainsi qu'est né le FTW Championship. Le seul problème avec cette ceinture, c'est qu'elle était moche. En dehors du fait qu'elle n'ait jamais été officiellement reconnue par le CW, elle avait un design peu soigné, ressemblant à une version bon marché du célèbre Winged Eagle Belt, mais avec une sangle orange brillante. Certes, l'orange était associé à Taz, mais cela ne rendait pas la ceinture moins désagréable à l'œil. Et bien que son apparence peu raffinée puisse avoir été intentionnelle, il est également possible qu'elle ait été conçue de manière délibérément imparfaite, de façon à ce que le design soit en accord avec l'esprit brut de l'ECW. Ce qui était parfait, car si la ceinture ne ressemblait à rien de comparable à ce que vous trouviez au sein de la WWF ou de la WCW, c'était justement ce que les fans de l'ECW recherchaient. Néanmoins, même si on peut tolérer l'apparence de la première version de cette ceinture, car elle correspondait probablement à l'esthétique de la promotion, la même tolérance ne s'applique pas à la ceinture suivante.
En effet, dès ses premiers jours, NXT en tant que véritable ligue de développement avait probablement l'intention de présenter une ceinture prestigieuse. Et malheureusement, ce n'était pas du tout le cas avec la première version du titre NXT. Bien que la ceinture NXT ait très bien évolué au fil des années, avec la version Black and Gold particulièrement appréciée du public, il a fallu un certain temps à la WWE pour en affiner le design. Pour être juste, lorsque la ceinture a été introduite en 2012, l'équipe créative était probablement déjà très sollicitée, s'assurant que la marque passe avec succès de sa version de jeu télévisé à un programme plus durable destiné à former les catcheurs avant qu'ils ne rejoignent le roster principal. Et c'est dans ce contexte qu'au lieu de recevoir l'une des versions les plus soignées que nous connaissons aujourd'hui, Seth Rollins, le tout premier champion du monde NXT qui remportera le titre le 26 juillet de cette année-là, reçut une ceinture qui, pour le dire gentiment, n'était pas vraiment jolie à regarder. Non, bien que la ceinture arborait le logo NXT en grande partie, comme c'est le cas pour les versions suivantes, le reste du design laissait vraiment à désirer. Et comme si cela ne suffisait pas, au lieu d'avoir des plaques latérales élégantes ajoutant du cachet au centre de la ceinture, on se retrouvait avec une série de logos carrés de la WWE sans même de plaques nominatives pour rendre hommage aux détenteurs du titre. Heureusement, au fil des années, la ceinture NXT allait être redessinée et devenir bien plus attrayante à mesure que la marque gagnait en popularité. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer en toute confiance que la ceinture a été réhabilitée et que son design actuel est largement apprécié. Néanmoins, cela ne change rien au fait que la version originale n'était pas des plus esthétiques. Finalement, on pourrait dire que cela s'applique à chaque ceinture que nous avons évoquée ici, car toutes font partie des designs les plus controversés de l'histoire du catch. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, likez, commentez, partagez, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.